Merci Pauline de cet accueil, merci à la CID de cet espace d'échange et de dialogue dont on a plus que jamais besoin dans un contexte effectivement qui n'est pas si éloigné finalement de la météo du jour. Celui des acteurs de l'action culturelle, de la diffusion culturelle un peu partout en France. Un sujet, donc la question des coupes budgétaires et de leurs conséquences. Voilà, les coupes budgétaires dans les territoires et leurs conséquences, qui ne sont pas le seul fait, on y reviendra, des collectivités territoriales qu'on évoquera. Il a évidemment semblé très naturel pour la Fédération de l'action culturelle cinéma que ce sujet soit présent ici à Cannes, parce qu'il y a un mouvement de fond qui est en cours depuis plusieurs mois et qui se concrétise aujourd'hui sur des crédits 2025, de nombreuses structures qui sont affectées et qui affectent le bon déroulement d'opérations, la rencontre d'œuvres avec des publics, puis qui affecte aussi tout un écosystème parfois local dans les équipes, mais également un écosystème national en termes de distribution. On y reviendra et on aura des exemples concrets. Avant de vous présenter les 4 intervenants, vous dire qu'il y a un effet un peu paradoxal à cette réunion aujourd'hui, puisqu'il y a un an, ici même à Cannes, l'action culturelle et la diffusion culturelle de proximité étaient brandies comme une priorité du Centre national de cinéma, qui a d'ailleurs revalorisé, il faut le souligner, parce qu'on ne peut pas évoquer que ce qui ne va pas. Le CNC a revalorisé, et c'était attendu de longue date, des soutiens, notamment au Festival de cinéma de proximité, au cinéma itinérant. Il y a eu une vraie mise en lumière de tout ce travail, de cet écosystème, au service de l'ensemble d'une filière qui était fait l'année dernière, avec une grande rencontre sur la plage. Certains des intervenants sur la plage du CNC, certains intervenants étaient présents. Et il y a quelque chose de paradoxal que dans les mois qui ont suivi cette éclaircie printanière l'année dernière, eh bien des nuages très très sombres et plus sombres encore que ceux d'aujourd'hui sur la Croisette ont obscurci l'horizon de beaucoup d'acteurs, d'actions. On va y revenir. Et dans l'intervalle, vous savez que je vais juste faire une petite recontextualisation et sans m'appesantir sur les soubresauts politiques qu'a connu la France entre les européennes, les législatives, l'absence de majorité, des tensions très importantes. Il est important quand même de souligner qu'un des points de départ des fragilisations qu'on a connues, c'est aussi la fragilisation des perspectives économiques des collectivités territoriales, comme du budget de l'État, on y reviendra. Et ça a amené à partir de l'automne à des annonces, des rumeurs, puis des prises de parole et de position parfois extrêmement dures à l'égard de la culture en général et notre secteur en particulier, qui ont pu aller et se confirmer au fil des mois de l'érosion à l'amputation brutale, voire totale, de crédit. Très au-delà du seul exemple emblématique de l'automne dernier, qui était la région Pays de la Loire, sur laquelle on aura peut-être l'occasion de revenir, mais qui a occulté le fait qu'à d'autres endroits, des départements, et on y reviendra là aussi avec nos intervenants, parfois des collectivités, des métropoles, ont vu leur crédit arbitrer très négativement en faveur de la culture, ou en tous les cas aussi, et on y reviendra, parce que c'est pas sans conséquence sur les associations, des arbitrages extrêmement différés, et on ne mesure seulement que depuis quelques semaines les effets de ces mouvements, puisque, vous le savez peut-être, les collectivités territoriales avaient jusqu'à la mi-avril pour présenter un budget au gouvernement, et certaines ont différé au maximum leurs arbitrages, et certains arbitrages sont encore en train d'être rendus, ce qui n'est pas sans effet sur la vie des associations. Quand bien même certaines collectivités ont maintenu leur soutien, ce différement des décisions et des arbitrages a pu conduire à des situations sensibles. Au-delà des collectivités, dire que si le CNC a été assez exemplaire dans sa mobilisation depuis l'an dernier, il y a un échelon dont on a appris très récemment qu'il connaissait également une vague baissière, et c'est pas sans incidence sur des actions notamment d'éducation à l'image, c'est tout ce qui concerne les crédits déconcentrés en DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, où on a appris que la ligne 361, transmission et démocratisation de la culture, subissait des baisses de 15%, et vous le savez, peut-être que certains ont appris des nouvelles, que cela affecte très concrètement des opérations de transmission et d'éveil des regards. Je vais juste citer l'extrait d'un article récent de Michel Guérin dans Le Monde. Voilà, je vous le cite, ça lancera peut-être nos échanges, et ensuite je vous présenterai nos 4 intervenants qui se succéderont. Or, Rachida Dati le répète depuis sa nomination il y a 16 mois, l'éducation populaire dans les quartiers et les campagnes est sa priorité. Son budget dit le contraire, mais elle n'est pas à une contradiction près. C'est d'autant plus stupéfiant que le contexte local est terrible. Jamais les régions et les départements, de droite surtout, mais aussi de gauche, ce qui est nouveau, n'avaient autant coupé dans la culture. Restez avec nous. Il y a un terme que vous voudrez retenir dans ce qu'a dit Pauline, c'est celui de solidarité. Voilà, il y a ce point de départ, mais ce n'est pas une fatalité.
Et il serait intéressant d'ailleurs de voir que dans ce paysage de baisse, il y a des collectivités, il y a des endroits où il y a eu une résistance à ce mouvement. Et il faut le prendre comme la confirmation que c'est parfois possible, qu'il y a des arbitrages qui sont rendus et qu'il n'y a pas toujours de fatalité à ce que la culture soit à ce point touchée un peu partout dans les territoires. Pour accompagner nos échanges et nos réflexions auxquelles vous serez invités à participer dans la deuxième partie de la rencontre, je salue, alors il n'y a pas d'ordre protocolaire du tout, Sylvie Prat, ancienne Madame Cinéma du Centre Pompidou et très active depuis longtemps dans un des grands festivals de cinéma en France, farouchement non compétitif, qui est le Festival du film de La Rochelle, dont la 53e édition aura lieu fin juin, début juillet, comme chaque année, avec, entre autres choses, une rétrospective Édouard Yang, avec le Yi restauré, présenté à Cannes Classique, à quelques centaines de mètres ici. Donc merci Sylvie. Guillaume Poulet, directeur d'Imagest. Alors Imagest, c'est peut-être la structure ici représentée qui est la plus transversale, et en ce sens qui illustre ce qu'on appelle de nos voeux à la fac, c'est-à-dire réfléchir sur toutes les interactions qu'il y a entre des questions de diffusion, auxquelles participe Imagest, d'accompagnement de certaines productions liées au territoire, également d'éducation aux images, également de mise en réseau, on y reviendra, également de patrimoine, et là c'est un des tropismes de Guillaume Poulet qui a dirigé précédemment les cinémathèques de Grenoble et de Nice, et on verra comment tout cela s'articule et comment ce tout tient, ou pas, on le verra dans quelques instants. Ensuite, Catherine Bigot de l'association Cinéphile. Cinéphile qui est basée à Blois et qui travaille dans la région de Blois autour du Vendômois. Un travail d'accompagnement de séances, de programmation, d'implication des spectateurs dans des actes de programmation, d'éducation aux images, également d'accompagnement jusqu'en prison. C'est une association, on en reparlera, qui compte un salarié et on verra comment aussi la question des équipes et de leur maintien aujourd'hui est une question qui se pose dans beaucoup de nos structures. Et enfin, Julien Meunier à ma gauche, alors qui représente à la fois celui qui nous accueille ici, la CID, donc l'association que représentait également Pauline tout à l'heure. C'est à la fois donc un cinéaste, et ça permettra de revenir aussi sur les incidences de ce qu'on évoque sur la question de la diffusion des œuvres, de leur accompagnement, de la rencontre entre les auteurs, le public, des auteurs et d'autres professionnels que sont nos espaces, salles de cinéma, festivals, séances associatives. Et puis c'est un autre titre également qu'il est là, c'est qu'il est intervenant comme beaucoup d'autres un peu partout dans le territoire et qu'il rencontre du public, qu'il mène des ateliers d'éducation aux images, notamment en Seine-Saint-Denis avec Cinéma 93 et Périphérie autour du documentaire. Donc ça participe, sa présence participe aussi de ce qu'on a essayé d'illustrer en termes de nature, de structure et d'intervenants, et également de nature de territoire. Voilà. Peut-être pour chacun d'entre vous, très rapidement, préciser l'une après l'autre, le périmètre de vos activités. J'ai essayé de les brosser très sommairement. Pouvez-vous en préciser le périmètre en termes territorial? Où est-ce que vous intervenez à l'échelle d'une commune, d'une communauté de communes, d'un département parfois, d'une région? Précisez également le périmètre de vos équipes, à la fois au long de l'année, puis lors d'événements ou de rendez-vous particuliers, où là vous pouvez avoir affaire à des collaborateurs embauchés ponctuellement. On aura peut-être en fin de réunion l'occasion d'évoquer un peu plus le caractère social, mais il me semble que là il y a quelque chose de très très important. Voilà, donc je ne sais pas par qui on commence. Peut-être, oui Sylvie? Non? Allons-y, Sylvie, regardons cet ordre, Festival de La Rochelle. Bonjour à tous. Je suis directrice artistique du Festival de La Rochelle, festival qui est un des plus vieux de France, 53e édition prochainement, et qui est basé à La Rochelle, donc en Charente-Maritime, dans la région maintenant Nouvelle-Aquitaine. Le festival est un festival, sa particularité, qui soit non compétitif et qui présente le cinéma des origines, donc des films muets, à aujourd'hui, les avant-premières cannoises. Et on est en train de faire notre petit marché. Et donc pas de prix, pas de jury, et qui est ouvert au plus large public, près de 90 000 entrées l'an dernier. On a élargi au fil des ans la programmation du festival avec des missions à l'année, missions pédagogiques, avec des ateliers d'écriture, ateliers d'accueil de cinéastes. On produit et réalise des courts-métrages chaque année.
à La Rochelle, en Charente-Maritime, mais ouvert à la région. On a des missions aussi et des partenariats sur avec la France, mais aussi avec l'étranger. Rapidement, nous avons 2 bureaux, un à Paris et un à La Rochelle, une équivalence de 5-6 permanents. Et au moment du festival, nous sommes une petite centaine. Merci. Et peut-être conclure ce premier tour de table pour chacun d'entre vous, après le périmètre, savoir aujourd'hui, concrètement, quels éventuels arbitrages négatifs, et tant mieux s'il n'y en a pas, encore une fois, on a besoin de contre-exemples, à quels arbitrages négatifs devez-vous faire face en termes de financement, quel que soit l'échelon, ville, département, région, État. Est-ce qu'on peut en avoir un aperçu? Et dans un second temps, on reviendra sur les effets, les conséquences, ce que ça suppose comme renoncement pour certains d'entre vous. Oui, La Rochelle, a été diminuée terriblement par le département de la Charente-Maritime qui, après la région des Pays de la Loire, a décidé de supprimer 50% de la subvention à tout le domaine culturel, sportif et un peu touristique. Et on avait déjà eu 10% l'année précédente. La différence avec la région des Pays de la Loire, c'est qu'on a été prévenu cet automne qui nous permet de pouvoir faire face, mais j'expliquerai comment. Merci. Et donc on est bien là sur l'amputation et pas l'érosion. Donc bonjour à toutes et à tous. Le périmètre. Imagest donc a vocation à travailler sur l'ensemble du territoire de la région Grand Est, donc qui correspond aux anciennes régions Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est que toutes nos missions ne se font pas forcément sur l'ensemble du territoire. Voilà, c'est le jeu des fusions de régions qui font qu'il y avait des habitudes de fonctionnement un peu différentes dans les filières respectives de ces anciens territoires. Mais voilà, donc Antoine évoquait nos différentes missions. Effectivement, un gros travail de soutien à la diffusion, plutôt des films qui en ont, j'allais dire peut-être un peu plus besoin, en l'occurrence les courts-métrages et le documentaire régionaux. Et pour essayer de mieux et plus les diffuser sur le territoire et en favorisant également la rencontre avec les auteurs. Nous sommes labellisés par la région, le ministère de la Culture et le CNC comme pôle régional d'éducation à l'image pour uniquement le territoire lorrain. Et puis, effectivement, un travail sur le patrimoine, qui est effectivement une de mes marottes, que l'on mène et qui nous a amené à créer une cinémathèque régionale et qui nous permet de déployer un certain nombre d'actions sur la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Et puis dans les perspectives, un rapprochement avec une association, alors qui n'est pas un réseau de salles, mais une association des cinémas indépendants de l'Est pour la mise en place du réseau des médiateurs de cinéma. Le Grand Est étant une des dernières régions où il n'y avait pas de médiateur pour les salles de cinéma. Et donc il y a un premier réseau qui va émerger dans les mois qui viennent et un des postes sera porté par Imagest. Ce qui entraîne une situation un peu paradoxale, qui est que la région baisse ses financements de 5% pour ce qui nous concerne sur les financements classiques qui étaient récurrents d'année en année, mais nous demande des actions supplémentaires et donc nous rajoute une ligne supplémentaire de subvention pour couvrir les frais liés à ce poste nouveau qu'il va falloir créer. Bon, voilà. Donc le périmètre géographique, c'est ça. Financièrement, alors, je l'ai dit, la région moins 5%. La DRAC qui ne nous finance que le volet pôle d'éducation à l'image. Il n'y a pas la notification officielle, mais on a appris il y a une dizaine de jours, ou là non, la semaine dernière, peut-être, je sais plus, voilà, qu'on était plutôt à moins 20%. L'enveloppe en DRAC, c'est moins 15% pour, en tout cas, la région Grand Est. Je pense un peu partout. C'est le chiffre partout. Mais après, il y a les arbitrages, voilà. Ils ont fait le choix, en tout cas, la DRAC Grand Est a fait le choix d'impacter plus les pôles d'éducation à l'image que les dispositifs Ma classe au cinéma, que nous ne coordonnons pas. Mais voilà, en tant que pôle d'éducation à l'image, voilà, donc d'où les moins 20%, pour plutôt favoriser les dispositifs. Donc, quand j'appelle les dispositifs, c'est école, collège, lycéen au cinéma. Voilà, donc ça, c'est du côté de la DRAC. Que dire de plus? Les départements, on attend encore plein de réponses, parce que c'est vrai que la particularité de cette année, alors moi je trouve que ça fait déjà quelques temps, mais c'est que les décisions arrivent de plus en plus tard. Et donc sur les départements, il y en a plusieurs où on n'a pas les réponses. Il y en a qu'on commence à avoir un peu au compte-gouttes.
Et puis, Nous arrivons en milieu d'année. alors qu'on est, voilà, c'est ça. Et ce qui veut quand même dire que donc Imagès, c'est aujourd'hui une équipe de 12 salariés, 11 équivalents temps plein, enfin 11 et demi équivalents temps plein. Vous imaginez bien que à la fin du mois, il y a les salaires à payer et qu'il y a les charges qui tombent le 15 du mois suivant et qu'on va arriver bientôt à la moitié de l'année et qu'aujourd'hui, parce que c'est une des problématiques, je trouve aussi, qui est celle de la trésorerie, aujourd'hui, on n'a absolument touché aucune subvention de 2025. Voilà, donc ça, enfin, on pourra revenir sur la question de la trésorerie parce que ça oblige quand même à des vrais jonglages, voilà. Et puis après, les collectivités locales plus proches du territoire, c'est très aléatoire. Il se trouve que, alors on est un peu fou, mais on a lancé un festival de cinéma il y a 2 ans, enfin l'année dernière à Épinal. On a fait la 2e édition cette année. Le premier partenaire l'année dernière était la communauté de l'agglomération d'Épinal et sa subvention, c'est simple, elle a elle a diminué de 100%. Et on l'a su véritablement, on avait senti que ça baisserait. Moi, j'avais tablé sur une baisse entre 50 et 60%. Le 100%, je l'ai su 15 jours avant l'événement. Jusqu'à 3 mois avant l'événement, je me demandais si on le ferait. Je me suis dit que de toute façon, si on le faisait pas la 2e édition, ce serait mort et qu'on arrêterait et qu'on le referait pas. Donc, je voulais persévérer. Mais voilà, c'est ce genre de choses. Voilà. Je sais pas s'il y avait d'autres éléments que tu. Voilà pour cette étape. Merci. Catherine, alors juste pour préciser, par exemple, Cinéphile vous propose le 22 mai, statistiquement, vous serez peu nombreux dans cette salle, je veux dire, mais j'espère très nombreux au cinéma, les Lobbies, à Blois, en partenariat avec Amnesty et la CIMAD, au pays de nos frères, voilà, qui est un exemple d'accompagnement que vous pouvez mener. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Nous, on est une association qui avons 35 ans d'existence, un médiateur culturel depuis 24 ans. On est donc hébergé au cinéma Les Lobbies, qui est un cinéma uniquement art et essai de 3 écrans. On a 6 séances par semaine. Notre premier financeur, c'est la ville de Blois. Actuellement, on est à peu près à 50% du budget avec la ville de Blois. Notre périmètre, c'est vraiment Blois, sauf l'été, où nous n'avons pas de séance au cinéma et nous proposons des plein air. Donc là, c'est sur tout le département du Loir-et-Cher. Que pourrais-je vous dire d'autre ? Les actions, elles sont bien sûr au cinéma, les soirées débats, mais beaucoup dans la ville. On répond à toutes les demandes, qu'elles soient culturelles ou sociales dans la ville. Donc on travaille avec les médiathèques, on travaille avec Culture du Cœur, avec l'université, avec l'École nationale du paysage. Les partenariats sont multiples. On travaille beaucoup avec Amnesty. On a aussi un travail avec la section cinéma du lycée Robert Badinter. Donc ça, en lien financement avec la DRAC. Là, c'est un petit peu particulier parce que nous sommes porteurs de projets. Mais ce projet, l'argent que la DRAC nous donne, le projet passe entièrement dans les salaires des intervenants. Donc pour nous, c'est blanc. Enfin, ça n'est même pas blanc puisque nous assurons le transport et l'hébergement de la personne qui est reçue. Donc on en parlera plus tard. C'est ce qui fait que toutes ces actions, on répond vraiment à énormément de choses, mais toutes ces actions font que depuis 2 ans, nous sommes déficitaires. Alors je reviendrai aussi sur la maison d'arrêt, parce que c'est un peu particulier. Dans les financements actuellement, enfin en 2024, la ville de Blois, c'était 50%, la DRAC 25%, la région 20% et le département 5%. Là, tout a été réglé actuellement. On sait exactement ce que l'on va recevoir. La ville va nous descendre notre budget de 17%. Et elle nous accompagne toujours, puisqu'on est la 6e association la plus importante pour la ville. On passe après la scène nationale, les rendez-vous de l'histoire, BD Boom, enfin des très grosses manifestations. Mais bon, on va vraiment être coincé. La DRAC, alors, reconduit sa ligne pour le lycée. Nous maintient cette année le même niveau de financement, mais il y a eu des coupes importantes bien avant, liées à la maison d'arrêt. Donc, en fait, voilà, on est aussi pardon. Le département, ce sera 10% et la région, ce sera aussi moins 10%. Donc, grosse question et c'est vraiment le gros sujet. Depuis le mois de janvier, on a fait nos calculs. On sait qu'on ne pourra pas garder un médiateur culturel à plein temps à partir du 1er janvier prochain. On a puisé dans nos réserves, on réduit absolument tous nos frais, mais là, la question se pose vraiment. Donc, c'est vraiment extrêmement compliqué.
Merci. On va revenir sur ces arbitrages à conduire. Souligner, parce que ça a été évoqué, et dans une troisième partie, on reviendra dessus, mais le fait que vous travaillez à ce point aussi en étroite coopération avec le cinéma, ça illustre ce qu'on a mis en lumière l'année dernière, c'est à quel point le tissu associatif n'était évidemment pas déconnecté d'enjeux de la filière cinéma dans son ensemble, et notamment d'exploitation et de diffusion et de distribution. Et par exemple, ce travail autour du film que j'évoquais dans quelques 3 jours à Blois, c'est un film qui, votre mobilisation va faire que le distributeur JHR, sur cette séance-là, vous participerez à l'économie de ce distributeur qui lui permettra de continuer à maintenir des œuvres dont certaines sont proposées ici à Cannes. Donc, je voulais juste rebondir là-dessus pour marquer aussi ce lien très étroit, en fait, avec ce qu'on considère parfois de manière arbitraire comme du socio-culturel, et on souffre certainement d'avoir trop longtemps déconsidéré ces deux termes qui sont tout à fait nobles, alors qu'en fait il y a bien un lien très 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 direct à l'ensemble d'une exception culturelle française dont par ailleurs on se réjouit et qu'on célèbre en grande partie au Festival de Cannes. Merci. Julien. Alors Julien, dont j'ai évoqué réalisateur tout à l'heure, et avec des documentaires qui sont notamment passés au Festival Cinéma du Réel. Donc vous êtes praticien, tu es praticien aussi de lieux de diffusion culturelle, et donc acteur également, au sens où tu animes des ateliers. Oui, du coup territoire, c'est ça. J'ai une pratique depuis 7 ans à peu près d'éducation à l'image qui prend de plus en plus de place dans ma vie parce que ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, je travaille souvent avec des structures. Les plus récurrentes, c'est la Cinémathèque française, la Cinémathèque du documentaire, et puis principalement en Seine-Saint-Denis, avec, tu l'as dit, Périphérie, et surtout Cinéma 93, à l'intérieur de dispositifs, entre autres, de école et cinéma, collège et cinéma, et des fois lycée au cinéma aussi. Et du coup, ça c'est mon territoire. Ouais, le périmètre, ouais, très bien. Ouais, mon périmètre. Et les actions, du coup, est-ce qu'on ne finit pas une structure mais un intervenant? Oui. Et donc salarié. Oui, je suis même pas auto-entrepreneur, Ouais, je suis salarié. En fonction des ateliers qui pourront se concrétiser. Et donc, dépendant pour ce point des soutiens des associations pour les oui, je suis engagé en fonction de la santé des... Et avec des incertitudes, on évoquait l'action des délais, des incertitudes qui ont pesé lourd ces derniers mois quant aux marges de manœuvre de tes deux employeurs principaux. Oui. Je raconte ça. Du coup, pour moi, là où c'est devenu très concret, parce que j'entendais comment les choses devenaient de plus en plus fragiles, qu'il y avait une tension qui commençait à monter à l'intérieur de ces structures-là. Pour moi, ça s'est concrétisé vraiment fortement d'un coup. Alors, avec Cinéma 93, je fais une série d'ateliers en école primaire. J'ai dans l'année une quarantaine d'interventions qui sont programmées. Je m'organise avec mon agenda dans plusieurs lieux, plusieurs établissements. En Seine-Saint-Denis, il y a des interventions qui sont juste sur une demi-journée et d'autres qui sont sur 6 interventions qui se suivent comme ça. Et donc là, je travaillais à la Courneuve sur l'intervention de 6 demi-journées et j'en étais à la 3e. Ça demande aux enfants, aux élèves un moment d'aller dans la cour et de filmer. Donc on en était là, au milieu de toute cette formation. Et en fait, pendant ce moment de pratique, l'instituteur est venu me voir, il venait de recevoir un mail qu'il comprenait pas, qui disait que toutes les activités d'éducation à l'image étaient stoppées là maintenant, et l'avenir était au moins mis en pause, voire annulé. Mais sans qu'on soit au courant de pourquoi, comment, qu'est-ce que ça devient. Donc j'ai dû tout arrêter dans la journée, quoi. Expliquer aux élèves que finalement je reviendrai pas, puisque j'avais quand même prévenu que je venais 6 fois. Et qu'en fait tout s'arrêtait là, et je les ai pas revus depuis. La Courneuve, ça s'arrêtait à ce moment-là. Et donc moi j'en étais au milieu de mon année de travail. Donc j'avais encore une vingtaine d'interventions qui sautaient d'un coup, et avec la structure Cinéma 93 qui était incapable de me dire s'ils allaient avoir les financements pour me payer des ateliers qui venaient, puisque on s'était mis d'accord sur le fait que j'étais payé à la moitié et ensuite à la fin. Donc déjà, cette première moitié, est-ce qu'elle serait payée? Bon, je pensais que oui, mais c'était pas sûr. Et surtout, est-ce que j'allais reprendre? Est-ce que ça allait continuer? Personne ne pouvait me dire comment ça allait se passer. Il se trouve que j'ai été payé pour ces premières interventions. Donc on parle au moment où ça s'arrête, j'ai 4 000 € sur mon budget de l'année qui disparaît potentiellement.
J'ai été payé sur mes premières interventions par Cinéma 93, mais qui a dû puiser dans ses fonds propres parce qu'il s'était engagé. Donc voilà. Donc là-dessus, Cinéma 93 ont assuré. Là où, alors, je précise, du coup, les budgets, c'est l'éducation nationale. Hein, c'est pas le pass culture, c'est l'éducation nationale à ce moment-là qui. On parle de primaire. Hein. Ouais, en école primaire. Et du coup, c'est ça peut-être une des spécificités aussi, c'était que les activités se programment en gros de septembre à juin, mais les budgets se font de janvier à janvier. Donc en fait, on était parti sur un programme 2005-2006, 2004-2005, de 24-2025. Ouais. Merci. Mais en fait, le budget, c'est le budget 2025. Donc, en fait, la sanction tombe en plein milieu de l'activité, quoi. Voilà. C'est et donc je sens, enfin, j'ai des rendez-vous avec des gens de Cinéma 93. Je sens vraiment une détresse à ce moment-là. C'est des gens qui ne savent pas quoi me dire et qui eux-mêmes ne savent pas comment les choses vont se passer. Merci de cet éclairage. Je crois que les deux derniers témoignages en particulier posent la question aussi des gens tout simplement qui travaillent, qui s'impliquent. On parle de social, et à l'heure où, par exemple, pour les festivals, il y a un mouvement depuis un an de structuration sociale. Je vais pas y venir dans le détail, je l'évoquerai peut-être en fin de réunion, qui connaît un accro en ce moment à un endroit précis à cause du MEDEF, mais qui a été vraiment un très très beau travail pour essayer de sortir de ces précarisations. Et évidemment, le télescopage de ce contexte est assez terrible socialement, de la même manière que le télescopage effectivement des baisses qu'on vient d'évoquer vient complètement annihiler les efforts du CNC évoqués plus tôt. Tu veux juste pour réagir, c'est deux choses. C'est effectivement, Amélie l'évoquait, mais la question du pass culture a quand même, qui était de plus en plus devenue pour beaucoup, alors pas sur le primaire, mais sur le secondaire, donc collège-lycée, qui était devenu une source de financement quand même de plus en plus importante face aux baisses un peu partout. Cet arrêt un peu brutal ou cette suspension brutale, en janvier un peu du jour au lendemain, et même si depuis 8 jours, au moment où ça s'arrête, tout le monde commençait, enfin il y avait des bruits qui couraient, tout le monde commençait à dire oui, mais peut-être qu'il faut vite inscrire ses actions, etc. Alors ça a donné droit à des choses assez folles, des gens qui ont inscrit des actions dans l'urgence des cinémas, qui ont dit à des établissements scolaires, c'est pas grave, je te crée la séance, je sais pas ce que tu viendras voir, mais tu auras un crédit du coup pour venir 2 fois dans l'année d'ici la fin de l'année. Ça a donné des choses comme, par exemple, pour notre exemple, nous, c'est notre festival en mars, c'est 20 des classes qui étaient inscrites, qui se sont bien sûr désinscrites parce qu'elles espéraient payer leur place dans le cadre d'un festival pour venir à des séances scolaires avec le pass culture. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose pour réagir aussi, c'est sur la question des intervenants. Et je trouve que c'est important qu'il y en ait un là et qui témoigne parce que effectivement, moi, je dis souvent que aujourd'hui, malgré tout, je continue à dire que je suis pas le plus à plaindre, loin de là. Parce que j'ai pas évoqué le fait que ce qui me rassure un peu, c'est qu'on a décroché un financement européen. Mais donc donc je dis vraiment que je suis pas le plus à plaindre et voilà. Mais on commence à voir des intervenants avec lesquels on travaille de manière récurrente qui jettent l'éponge. Il y a une structure avec laquelle on voulait travailler en janvier, pareil sur le festival en l'occurrence, mais avec qui on travaille depuis des années tout au long de l'année, qui est pas sur le territoire d'Épinal, qui travaille sur toute la Lorraine régulièrement. Et ben ils arrivent plus. Ils ont plus les moyens ils sont de plus en plus dans la réponse à l'appel à projet, sur lesquels les marges pour arriver à dégager un minimum de frais de fonctionnement en fait sont dérisoires, et puis répondre à les appels et projets, ça prend du temps, etc. Et donc elles étaient 2 salariés. Elles ont toutes les 2 arrêté. Ils continuent plus ou moins des choses avec des bénévoles, et c'était une structure qui était reconnue de tout le monde, à la fois des institutions, des acteurs du terrain, de l'éducation nationale, qui avaient des super résultats. Et je pense qu'on est qu'au début de ça. Et ma crainte, c'est qu'effectivement, on se retrouve avec une situation. On a un intervenant, nous, juste pour finir là-dessus, intervenant. En fait, il fait des interventions d'éducation à l'image, mais je pense que l'essentiel de son revenu, c'est qu'il est entraîneur d'une équipe de foot, d'une toute petite équipe de foot dans les Vosges. C'est pour dire que l'éducation à l'image. Oui, je voulais juste revenir aussi sur le fait de l'intervenant. Nous, avec la section cinéma au lycée, effectivement, les interventions arrivent à partir du mois d'octobre. On ne sait qu'en janvier, voire plus tard cette année, si la DRAC reconduit le budget. Pour l'instant, ça a toujours été, mais ça veut dire que nous, on règle tout de suite, on paye tout de suite notre intervenant. Il n'est pas question de le faire attendre 3, 4 ou 5 mois. Donc, on puise dans notre propre thésaurierie et on espère et on croise les doigts tous les ans pour que la DRAC
assume bien le montant qui est annoncé au départ, parce qu'autrement, c'est notre trésorerie qui l'assume. Mais bon, ça n'est vraiment plus possible pour nous. Merci de ces témoignages très concrets qui mettent aussi le doigt sur la question du lien presque moral qu'on a à l'égard des intervenants en tant qu'employeurs les uns et les autres dans nos associations. Le pass culture, effectivement, Amélie l'a évoqué, tu as rebondi, j'allais le faire, mais ça a été comme quelque chose d'assez édifiant dans le sens premier du terme, de voir à quel point ça a brutalement remis en cause des dizaines de choses qui étaient programmées et qui vont de choses très pointues, qui vont de fréquentation de festivals, tu l'as évoqué, pour les festivals du printemps, ça a été très très dur, même si à l'arrache, chacun essayait de sauver ce qui pouvait l'être, mais également l'exploitation du quotidien était très impactée à différents endroits. Les dispositifs d'éducation aux images, aujourd'hui, pour une bonne part d'entre eux, la participation, le financement pour le secondaire passe par ce pass culture, dont nous sommes plusieurs professionnels à avoir pointé dès le début le risque que ça devienne une sorte de péage, en tous les cas d'espace par lequel l'essentiel des financements de l'éducation artistique se passerait et au fur et à mesure que parallèlement les budgets dédiés dans les établissements s'évaporeraient. Et on a vu cet effet plus brutal que ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et ça touche un spectre, là aussi, mesurément très large, en fait, de films, d'œuvres, d'auteurs. Et par exemple, même si évidemment son distributeur Studio Canal aura plus de ressources pour s'en remettre que JHR ou des distributeurs politiques que j'évoquais, c'est des centaines de spectateurs pour la plus précieuse des marchandises de Michel Zavicius, des jeunes spectateurs collégiens en particulier, ont dû renoncer au film. Enfin voilà, on voit que les effets ils sont très tangibles. Merci de cet éclairage. Pour la suite sur les effets, je me retourne vers Sylvie. Alors doublement merci de ta présence ici parce que vous êtes en plein bouclage à La Rochelle et pour cause. Avant Cannes, vous êtes encore dans les temps. Après Cannes, il est presque trop tard. C'est le moment où la semaine, voilà, il y avait quelques derniers visionnements ici et vous lancez ensuite dans le bouclage de la grille. Alors une grille qui va changer cette année. Est-ce qu'on peut venir sur le terrain des arbitrages douloureux ou pas ou que vous avez dû mener? Cette subvention du département était importante. Je voudrais rappeler aussi quand même que ces baisses 50%, enfin comme il y avait eu 10% l'année précédente, ça fait quasiment 60%, c'était des subventions qui n'avaient pas augmenté depuis 12 ans. Donc il faut quand même rappeler qu'on était déjà dans une situation, alors que on le sait, toutes les charges augmentent, que déjà on peut parler presque de baisse de subventions par rapport à la vie. Et donc là, Quel montant pour mémoire? de la subvention, là, on est à moins 40 000 euros. Moins 40 000 euros. Donc, moins 40 000 euros, on a un budget qui permet ça ne passe pas. Ça ne passe pas du tout. Donc, on a dû supprimer une journée du festival. Le festival de La Rochelle, historiquement, c'est 10 jours. Ça démarre un vendredi soir, fin juin, et ça se termine le dimanche, 10 jours plus tard. Donc, 2 week-ends, ce qui est important pour le public qui vient de toute la France. Et là, on a dû sacrifier le dernier jour. Ça fait que cette année, on va s'arrêter le samedi soir. Ce qui veut dire un sacrifice important aussi. Et on parlait des intervenants, du personnel, des projectionnistes, enfin, de toutes les équipes. Sous les écrans, la Dèche, nous, on engage tous les projectionnistes du festival. On a 9 salles de cinéma, donc on engage à peu près une quinzaine de projectionnistes. Eh bien, ils auront une journée de contrat de travail en moins et tout le reste de l'équipe. C'est l'effet domino. L'effet domino, on avait créé un parcours pédagogique autour d'une rétrospective, d'une œuvre, d'un cinéaste. Chaque jour, chaque matin, une conférence, un film présenté, suivi d'une conférence par un intervenant, critique, spécialiste. Là aussi, donc qu'on invitait à La Rochelle, qu'on payait, bien sûr. Et là, on a supprimé ce parcours. Le catalogue du festival, on est très attaché encore au papier. Et dans l'arbitrage, on s'est dit, est-ce qu'on reste que sur Internet, on supprime ce catalogue? On ne l'a pas encore fait, on espère qu'on ne sera pas obligé un jour de le faire, mais on a supprimé tous les textes, on commandait des textes à des spécialistes aussi de nos hommages, nos rétrospectives. On a dû les supprimer. On a moins d'invités et moins de films, même si on fait en sorte que ça ne se voit pas trop et que pour le public soit toujours au rendez-vous. Parce que ce que je voudrais préciser, c'est qu'à La Rochelle,
le public, les spectateurs sont nos premiers subventionneurs. Et ça, de toujours, c'est le public qui nous donne le plus de moyens, ce qui est bien puisqu'on travaille pour ce public-là. Et là aussi, même si on a essayé de pas trop y toucher, on est obligé cette année d'avoir une augmentation de la billetterie. Et pour la première fois, on a mis en place des accréditations professionnelles payantes. Beaucoup de professionnels sont à La Rochelle. On espère que les professionnels pourront suivre quand même avec leur structure, mais on est obligé de faire toutes ces augmentations et on ne sait pas si on arrivera à un équilibre à la fin du festival. Malgré ces efforts. Voilà. Merci, c'est très éclairant. Peut-être de rebond d'abord, ce qui a été évoqué sur le catalogue, et de mémoire, je crois que vous renoncez aussi à la traduction anglaise, c'est ça, du catalogue, qui est un autre renoncement sur cette fois l'international. Sur le catalogue, vous le maintenez, mais en renonçant à passer commande de textes rémunérés. Ça renvoie aussi à une réflexion que la fac a suivie sur la question des auteurs, des critiques. C'est quelque chose auquel le syndicat français de la critique est sensible. Il y a aussi tous ces gens qui sont rédacteurs et qui, là en l'occurrence, ça sera une perte sèche aussi d'activité pour ces personnes. Merci de cet éclairage. Et puis, je me permets sur les festivals, pour avoir beaucoup suivi ce sujet pour Carrefour des festivals, qui a une assemblée générale bientôt le 19 juin, la brutalité, on peut vraiment attester de la brutalité et de la déconnexion totale entre ces arbitrages quand il y a des mouvements de baisse dans des qualités très fortes. C'est souvent pas lié à l'analyse ni des résultats, ni du succès, ni de l'audience, ni de la reconnaissance, etc. C'est un mouvement que Premier Plan a pu en témoigner à Angers et d'autres festivals dans la région. Je pense en 3 continents, par exemple à Nantes. C'est un mouvement brutal qui ne s'appuie sur aucun élément d'analyse. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très Non, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le département de Charente-Maritime a décidé de supprimer 50% à toutes les activités culturelles, que ce soit aussi bien la scène nationale que les petites structures, associations, compagnies. Et donc, pour les compagnies de théâtre, pour beaucoup d'associations qui n'avaient que quasiment la ville de La Rochelle avec des apports en nature, en quelque sorte, et en argent, le département, beaucoup de ces associations, comme Guillaume le disait, vont mettre la clé sous la porte. Et beaucoup d'intermittents du spectacle vont plus avoir de contrat. Enfin, et tu as raison, c'est sans aucune analyse. Merci. En région Grand Est, alors tu as évoqué les effets. Alors lancer un festival, effectivement, l'année dernière, c'est pas le contexte le plus favorable. Vous l'avez maintenu malgré tout, et donc vraisemblablement avec un déficit porté par cette... Oui, c'est ça. Enfin, en fait, c'est la structure. D'abord, il y a 2 choses. C'est la structure, c'est l'équipe d'Images qui m'a accompagné pour porter le projet, et je n'ai recruté personne d'autre. Bien évidemment, c'était l'idée initiale de recruter, un petit peu de monde en plus, mais ça, on a vite compris que c'était pas la peine. Et puis sinon, c'est, on gratte à droite à gauche où on peut pour essayer d'arriver à équilibrer. On a internaliser des choses qu'on pensait externaliser, la conception du programme, des tas de choses qui viennent se rajouter aux missions des uns et des autres. Je dis souvent que mon équipe, quand je suis pas là, ils doivent me détester, mais peut-être quand je suis là plus, mais ils le disent pas. Disons qu'ils doivent l'exprimer quand je suis pas là. Voilà, c'est ça. Non, mais donc oui, sur le festival, c'est difficile d'imaginer qu'on puisse continuer éternellement comme ça, bien évidemment. Mais cette action nouvelle, sur le cœur des actions, quels sont les espaces ou pas de renoncement? Est-ce que vous avez ciblé une action à laquelle renoncer? Est-ce que vous reniez à plusieurs endroits sur chacune d'entre elles? Quel est votre... Alors en fait, il se trouve que ce que je disais tout à l'heure, le travail autour du patrimoine et dans le cadre de ce projet de cinémathèque régionale, donc Cinémathèque du Grand Est, fait que on a réussi, un peu de haute lutte, je sais pas si c'est de haute lutte, en tout cas, à obtenir ce financement européen FEDER, donc des fonds régionaux qui sont gérés par les régions et qui sont des fonds européens. Donc ça
ça permet, et puis ça peut vite être des montants un peu importants, donc ça permet quand même de se raccrocher à ça pour se dire que la situation est pas est pas la pire, vraiment, encore une fois. Après, ça pose bien sûr plein de problématiques. La trésorerie, on n'en parle pas, mais ça pose aussi le fait que je peux pas tout rentrer dans mes dépenses classiquement, et puis que la souplesse qu'on a en tant qu'association, d'un seul coup, quand on est soumis dans le cadre d'un projet avec des financements européens, on se retrouve soumis à la règle des marchés publics. Avec ce que ça implique, j'ai dû me plonger dans le code des marchés publics à un moment donné. Je suis pas juriste et c'est pas mon truc. Enfin bon, mais il a fallu le faire. Et là, je sens bien que la moindre dépense, là, on est en train de faire une première remontée de dépenses. Il faut tout justifier. Est-ce qu'on a bien demandé? Ah, mais est-ce que là vous avez passé un marché? Est-ce que vous avez bien demandé plusieurs devis? Ça rajoute de la lourdeur administrative quand même par rapport à la souplesse qu'on peut avoir quand même quand on est une association. Donc tout ça, il y a aussi ces effets-là, je trouve, qui viennent se rajouter. Et puis le fait que on est aussi obligé d'aller de plus en plus, de réfléchir. En tout cas, moi, je réfléchis de plus en plus à aller à essayer de trouver d'autres sources de financement, à aller voir d'autres collectivités, mais aussi à réfléchir à des financements privés, tout en sachant bien que c'est jamais simple et voilà. Mais on se rend bien compte. Alors après, ce qui est assez terrible, je trouve, par certains côtés, c'est qu'on a l'impression, quand on discute avec des élus qui nous annoncent les baisses, etc., ils sont désolés. Vous savez, on n'attend pas à ce que vous fassiez autant qu'avant. Vous pouvez faire moins. Ok, d'accord, on va faire moins, mais en même temps, c'est quand même oublier que tout ce qu'on fait. Moi, je dis souvent, quand je décroche des financements, c'est pas pour les mettre dans ma poche. Je veux dire, c'est parce qu'on mène des actions et qu'au final, c'est pour le public. Sylvie le rappelait, c'est vraiment la priorité, que ce soit dans l'éducation à l'image, dans le temps scolaire ou hors temps scolaire. Parce qu'on n'a pas évoqué Passeurs d'images, par exemple, mais qui est quand même dans une situation. Il y a des régions où les appels ne sont toujours pas lancés, alors que c'est généralement des actions qui ont lieu l'été, et voire il y en a qui envisagent de pas les lancer, et peut-être même de licencier des coordinateurs. Il y a des répercussions. Donc, ces collectivités qui nous disent, oui, vous faites moins, on vous embêtera pas parce que vous faites moins. Mais moi, c'est pas ça que j'ai envie d'entendre. Forcément, je veux dire, donc ça devient quelque chose quand même de plus en plus prégnant, et j'ai le sentiment de plus en plus quand même d'avoir affaire à en particulier des élus qui n'ont pas toujours qui prennent leurs décisions, sans réflexion et sans que soient posées vraiment les choses, etc. Et je trouve ça un peu problématique, même en tant que citoyen, en dehors même de ma casquette. Voilà. Et après, je cache pas que à certains moments, ces derniers mois, malgré tout, même si je reste optimiste, etc., je me demandais si vraiment ça servait à quelque chose de continuer. Et voilà, bienvenue. Et d'ailleurs, on peut le dire, on l'a évoqué pour des membres d'équipes qui se détournent, des intervenants qui renoncent, qui changent d'activité. Dans les équipes permanentes, cette tension-là, elle génère aussi des souhaits parfois de reconversion, de départ. Donc c'est une réalité. Désolé, c'est un peu sombre. On n'est pas. Si vous aviez cru que l'intitulé laissait entendre qu'on spoilerait toute la rencontre, non. Mais c'est important. Voilà, mais c'est important de le. Juste pour peut-être après je laisserai la parole, mais c'est parce que cette question de la trésorerie, c'est aussi une problématique qui moi me paraît importante. Pour dire que il y a 15 jours, je suis allé faire un oral devant 20 personnes, donc la Banque de France, des banquiers, des entrepreneurs, etc., pour obtenir un prêt à taux zéro d'une structure qui s'appelle France Active, qui a vocation à soutenir l'économie sociale et solidaire. Alors, ils sont plus habitués à rencontrer des chefs d'entreprise qu'un directeur de structure culturelle. Mais pour obtenir un prêt à taux zéro, parce que je sais que à la fin du mois, si mon banquier m'accorde pas un découvert, je peux pas payer les salaires. Donc j'ai obtenu mes 30 000 euros, ce qui est assez dérisoire, en attendant que tombent les premières subventions de 2025. Et c'est vrai qu'on est obligé. L'année dernière, j'ai déjà dû négocier le découvert, pas très longtemps, mais quand même, et ça coûte vite un peu d'argent. Conclusion, quand on touche une partie des subventions, je me suis retrouvé à placer de l'argent sur un compte sur une durée fixe. Je trouve que je suis loin de mon métier initial, même si je sais le faire, donc je le fais, et encore je m'en sors pas trop mal, mais et ça devient de plus en plus, ça prend de plus en plus de place, et je trouve ça assez problématique quand même à l'avenir.
Merci de ce témoignage. On n'aura pas le temps de les traiter au fond, mais il y a deux choses aussi que je retiens de vos deux interventions. C'était évoqué d'une part par Sylvie tout à l'heure, la question aussi d'apport en nature. Nous, c'est quelque chose qu'on avait au sein de Carrefour des Festivals et je pense de la fac aussi. On avait un peu sous-estimé. On est concentré sur ce qu'il en est des budgets et des soutiens, des subventions, de leur montant. Mais le caractère généralisé des baisses dont on parle, y compris dans les services des collectivités avec lesquelles on peut être amené à coopérer, se traduisent aussi, c'est des remontées qu'on a, assez nombreuses, par la suppression ou la baisse de prise en charge qui pouvait être du matériel, parfois exceptionnellement du personnel, la prise en charge de moments de convivialité, de la communication parfois qui peut être prise en charge par une métropole, une ville, un département. Il y a aussi tout cet aspect, comme tu l'as évoqué, je voulais le mentionner, et puis dire aussi qu'un autre endroit qui ressort du caractère généralisé de ce contexte, c'est aussi sinon l'anéantissement, en tous les cas la réduction d'espaces de coopération des tissus territoriaux, des choses qui étaient possibles parce que tel un festival, une salle, une association mettait au pot commun et pouvait concrétiser qui un ciné-concert, qui une exposition. Ces espaces-là, en fait, de coopération, elles s'amenuisent. Encore une fois, on n'aura pas le temps de le traiter au fond, mais je trouvais important de le souligner. Catherine, on a évoqué la possible, probable, je ne sais pas où vous en êtes du process de décision. Oui, alors pour résumer, nous, on a bénéficié du dispositif en région Centre-Val de Loire qui s'appelle Capasso, donc qui est une aide à la création ou au soutien d'un poste en association. Donc c'est comme ça qu'on a pu bénéficier il y a 24 ans d'un poste de médiateur culturel. Ce dispositif se renouvelle et là nous sommes arrivés il y a déjà 4 ans au bout, donc nous avons perdu aussi cette aide. Donc ça, plus les subventions baissant énormément, plus le peu d'argent que nous avions de côté, que nous mettons tous les ans, comme je disais tout à l'heure, par exemple pour les hébergements, les transports, fait que là, les calculs ont été faits. On n'a plus les moyens, au 1er janvier prochain, de garder notre salarié à temps plein. Donc c'est vraiment un crève-cœur. C'est quelqu'un qui nous accompagne depuis 3 ans, pour qui c'est son premier poste. On a vraiment fait des choses fabuleuses avec lui. Bon, lui déjà va rebondir. Ça, on espère pour lui qu'il va trouver d'ici la fin de l'année. Malheureusement, autrement, on procédera à un licenciement. Ça, c'est aussi quelque chose qui est pour nous extrêmement compliqué. Mais l'an prochain, la seule solution, puisqu'on a fait un tour, nous sommes 14 bénévoles. On veut continuer, on est tous motivés, on veut continuer à diffuser le cinéma dans la salle, mais aussi dans les maisons de quartier, avec les associations, que ce soit Culture du Cœur, que ce soit la maison des adolescents, que ce soit à la maison d'arrêt, un petit peu partout. Donc on a tous envie de continuer, mais on ne pourra rémunérer qu'un mi-temps. Donc ce qui veut dire mutualiser. Alors, mutualiser un poste de médiateur culturel dans une petite ville de 45 000 habitants en territoire, ça va être assez compliqué. Mais on s'y attelle, on prépare, on se réunit beaucoup plus depuis le début de l'année pour réfléchir en dehors de nos CA qui sont tous les mois. On veut absolument que l'association continue, perdure. Alors la ville est la première à compter sur nous parce qu'effectivement, on participe à toutes les actions qu'il y a dans la ville. On répond vraiment beaucoup. Mais ça veut dire aussi, nous en tant que bénévoles, et certains sont encore en activité, de passer encore plus de temps, de donner encore plus de temps. Et ça devient compliqué. Donc, on est en train tous de mesurer ce que l'on va pouvoir donner en plus à cette action pour que le cinéma continue à vivre au travers de nos actions. Et puis, on est tous plus ou moins aussi dans d'autres associations, Amnesty et autres. Donc, voilà, il faut aussi savoir se partager. Et quand on est bénévole, oui, ça devient compliqué. Vrai sujet, un peu le bénévolat sur lequel un grand nombre des actions dont on parle ne tiendrait pas. Même si vous avez évoqué la maison d'arrêt, c'est un des points communs avec le travail du Festival de La Rochelle, qui également travaille avec le réalisateur Sébastien Belbédé, si je ne me trompe pas. Alors nous, je peux évoquer rapidement. Oui, en 2020, donc nous avons une action. Enfin, nous intervenons 4 sessions à la maison d'arrêt, c'est-à-dire avec la Ligue de l'enseignement et le SPIP. Donc nous choisissons une thématique. Les personnes incarcérées, intéressées, choisissent un film, nous le projetons, nous débattons avec eux. Et dans un deuxième temps, nous revenons et nous faisons aussi une leçon de cinéma. Donc c'est très attendu à la maison d'arrêt tous les ans. Ils comptent sur nous depuis une quinzaine d'années. Et en 2020, la DRAC nous a dit « Moi, j'arrête la subvention.
je laisse au SPIP le soin de continuer. Donc, le ministère de la Justice, bien sûr, n'a pas doublé son aide, loin de là. Donc, la médiatrice à l'époque qui accompagnait aussi ce projet nous a dit c'est pas possible, je vais demander à faire une formation pour personnes empêchées. Parce que je veux continuer à aller à la maison d'arrêt, je veux continuer à faire ces interventions. Nous avions des intervenants professionnels qui venaient, mais là, on n'avait absolument plus le budget pour le faire. Voilà pourquoi elle avait fait cette proposition pour elle au moins accompagner et faire des leçons de cinéma. Là, le SPIP diminue drastiquement les budgets depuis déjà 2 ans. Et c'est un appel à projet à chaque fois. On en parlait tout à l'heure, on a une trésorière qui, par ailleurs, travaille dans le milieu médical, donc qui remplit tous les dossiers, enfin qui se donne à fond, et ça devient très très lourd aussi à ce niveau-là. Et la question a été posée à notre dernière réunion de savoir si l'on continuait notre action à la maison d'arrêt. Enfin, si vraiment on arrête, ce sera un crève-cœur, vraiment. Et oui, c'est aussi très important pour le Festival de La Rochelle. Ça fait 25 ans que on travaille avec, comme vous à Blois, avec la prison de longue peine de Saint-Martin-de-Ré, sur l'île de Ré, et avec le SPIP, on réalise depuis 25 ans chaque année des courts-métrages avec des ateliers régulièrement qui ont lieu. Et l'an dernier, tu parlais, Antoine, de Sébastien Belbédé, le court-métrage qu'il a réalisé avec les détenus a été sélectionné au Festival de Clermont-Ferrand. Donc ce n'est une fierté pour nous tous, mais aussi ça veut donc dire que ce travail-là d'atelier est important. On a eu, il y a eu là, vous devez le savoir, le ministre de la Justice, Darmanin, qui a considéré que les détenus s'amusaient trop en prison et qui remettait en question toutes les activités de la sorte en prison. Le Sénat, je crois hier ou avant-hier, a remis ça en question, heureusement. Donc, j'espère qu'on pourra continuer. Mais il y a eu des années où on pouvait même faire sortir les détenus qui avaient participé à l'atelier. Ils pouvaient venir rencontrer le public, présenter leurs films. Aujourd'hui, tout ça s'est durci, ce n'est plus possible. Et c'est là où on voit que depuis un certain nombre d'années, tout se durcit, et pas que financièrement. Merci. Écoutez, il nous reste un peu de temps pour échanger. Alors, Julien, on a évoqué ton cas très particulier. Toi, tu es ton propre patron, même si tu dépends d'autres associations. Tu fais ton ingénierie culturelle sur ton agenda auprès des groupes scolaires vers lesquels tu interviens. Est-ce que là, il y a une issue relativement favorable, et c'est important de le dire, je crois, sur Cinéma 93, où les actions vont pouvoir se poursuivre? Oui, c'est ça. J'ai appris il y a 3-4 jours que finalement les budgets avaient été alloués. Et donc, charge à moi maintenant de recontacter la douzaine d'instits pour là, dans les 3 semaines qui viennent, à organiser les différents ateliers. Donc, en fonction de moi, comment je vais réussir à m'organiser, je vais pouvoir peut-être finalement faire les ateliers que je devais faire. Oui, c'est ça. D'habitude, c'était étalé sur 4 mois. Et là, d'un seul coup, sur 3-4 semaines, il va falloir que j'organise ça, sachant que, enfin, je sais pas encore, mais certainement qu'il y aura plein d'instituteurs qui diront, bah, en fait, non, c'est trop tard. Moi, je voulais revenir sur une idée qui m'a intéressé là, sur l'idée que toutes les festivals, les différentes structures participent réellement à l'économie du cinéma, etc. Donc, effectivement, en montrant les films et tout, mais aussi pour les réalisateurs. Moi, je compte bien plus sur mon activité d'intervenant en éducation à l'image que sur mon intermittence pour vivre. Enfin, c'est un peu un choix aussi. Je préfère courir après l'éducation à l'image que l'intermittence, mais je sais que je suis pas tout seul et que si je peux faire mes films de manière relativement détachée de la question de comment vivre, parce qu'elle est réglée par ailleurs, c'est grâce à toute cette économie qui me permet d'intervenir. Par ailleurs, ça me passionne, mais enfin, c'est aussi là où se retrouve le gros de mon revenu, ce qui fait que quand moi je travaille dans le documentaire, donc c'est une économie relativement légère quand même. Si j'ai pas de moyens ou peu de moyens, je sais que je peux arriver au bout du film, que on peut même imaginer parfois des sorties en salle, etc. Alors que je touche quasiment pas d'argent sur ces films-là, mais parce qu'il y a cette économie
qui est en fait pas parallèle, mais voilà, qui est à côté. Qui me permet, donc oui, bon, voilà, c'est des choses vraiment intéressantes. Le jour où je ne pourrai plus travailler pour ça, je sais pas comment je ferai mes films par ailleurs. Voilà, vous êtes quasiment producteur de mes films finalement. Et je tiens à dire une chose aussi, c'est que alors ça se termine bien pour moi parce que voilà, finalement il y a le budget, il va falloir que je m'y mette en revenant de Cannes, mais en même temps, ce que j'entends aussi, c'est que dans les équipes à Cinéma 93 et pas que, à Périphérie aussi un peu, il y a tout s'est fragilisé, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à avoir les budgets, mais j'entends que parce que c'est par hasard, ils se sont battus. Il y a eu des dossiers, des rapports. Je sais qu'il y a plusieurs personnes dans la hiérarchie, donc à Cinéma 93, mais aussi au rectorat, etc. Des gens qui se sont battus pour que l'éducation en images, le cinéma, sur des questions pédagogiques, soit finalement soutenu et maintenu en Seine-Saint-Denis. C'était pas du tout gagné et même dans ma manière de travailler, de parler avec ces structures-là, il y avait cette idée jusque-là que, en gros, a priori, le budget l'année prochaine serait à peu près le même, et que là maintenant c'est pas du tout évident. Que là, même si on arrive à terminer ce programme et faire tous les ateliers d'ici fin juin. Qu'est-ce qui se passe en septembre-octobre? Ben, on ne sait pas du tout. Ça peut bien se passer, mais et du coup, je vois bien aussi la fatigue, la tension, la charge mentale. Enfin, le travail a changé avec c'est-à-dire que c'est arrivé tellement violemment, tellement d'un seul coup que il y a encore un peu ce réseau de confiance entre différents partenaires, mais de personne à personne, qui fait que on peut compter sur telle personne pour quand même défendre notre dos de gras et qu'au bout du compte, on arrive à quelque chose. Le jour où ça suffit plus, voilà, ça se passera un peu différemment, quoi. Et merci d'avoir rendu aussi tangible ce lien entre le fait que ces espaces-là, c'est vital aussi pour le champ de la création en ce qui te concerne. Et de la diffusion. Enfin, moi, j'adore que mes films sont en festival ou dans des structures d'éducation à l'image, c'est super. Merci. Guillaume, un dernier mot, puis Oui. Oh là là. Non, c'est juste pour dire, parce que je me dis que tout à l'heure, j'ai mis tous les élus dans le même sac. Je pense qu'il y en a quand même qui se battent aussi, voilà, pour quand même défendre nos dossiers, et que parfois eux-mêmes en interne dans les arbitrages qu'ils subissent de la part de leur tutelle, c'est-à-dire on n'arrive pas à obtenir ce qu'ils voudraient. Donc ça c'est la première chose. Et dire aussi que moi ce qui aujourd'hui vraiment m'inquiète, c'est que ça fait une quinzaine de jours que quand j'ai des échanges avec des élus ou même avec la DRAC, etc., tout le monde nous dit 2026 sera pire. Puisqu'on parlait, pour parler d'avenir. Enfin, voilà, Vous avez la mécanique comme dans les coulisses de cette édition de Cannes, et je vois des partenaires sociaux qui hochent la tête. C'est aussi effectivement le message qui est là, qui est glissé. Oui, Sylvie. Moi, je voulais juste ajouter que le département de Charente-Maritime nous a prévenus et tôt, puisque quand même, ça c'est par rapport au Pays de la Loire, je le redis, mais ils nous ont quand même laissé entendre que en 2026, il n'y aurait pas de raison, même si eux, leurs recettes allaient augmenter. Les départements, tous les territoires ont moins d'argent, c'est un fait. Les départements, la Charente-Maritime, c'est lié aux transactions immobilières et aux droits de mutation, exactement. En fait, l'immobilier reprend, mais le département donc va retrouver des moyens, mais par contre, la culture, elle est sacrifiée. C'est-à-dire qu'on restera à moins 60%, enfin moins 10, moins 50. Je crois qu'on ouvre là une question aussi qu'on n'a pas traitée au fond, mais qui sous-tend, qui est la question de quel rapport à la culture. C'est vrai que ce qui s'est passé, c'est un mouvement quand même d'une grande brutalité où des institutions contestent même le contenu et la nature des éditos qu'ils signaient il y a encore 3 mois avant leurs arbitrages, avec les termes magiques d'attractivité du territoire, de rayonnement, d'éducation artistique, etc. Et donc là, il y a quelque chose de fond, en fait. Et la question, et pour pas rester sur le constat, et on vous remercie d'y avoir contribué, c'est la suite. Et c'est là où la fac, elle a pour mission d'abord d'étayer cette observation, cette situation, mais c'est de voir comment, politiquement, ça redevient un enjeu. Il y a des échéances électorales aussi qui vont arriver à l'échelon communal l'année prochaine, à l'échelon national l'année suivante, et comment ça
ça devient ou redevient un enjeu, sachant, et c'est important de le dire, c'est que, alors on peut citer La Fontaine, hein, ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés. C'est vrai que c'est très rare de trouver une structure qui a un échelon au moins, n'est pas ces réalités de baisse de moyens. Mais certaines collectivités ont fait des choix autrement à partir d'un même contexte durci dans les dotations, de la part des dotations de l'État, hein, qui est un des points de départ et des raisons légitimes et invoquées légitimement par les collectivités. D'autres collectivités ont fait des choix, ce qui amène d'ailleurs à une grande hétérogénéité à l'échelle des mêmes régions, où un département que je connais bien, le département du Gard par exemple, connaît une petite érosion, mais c'est voilà, des élus qui se sont battus démenés, quand le département de l'Hérault voisin a drastiquement coupé ses soutiens aux associations culturelles. Pour compléter, j'aimerais dire que c'est le cas de la région Nouvelle-Aquitaine, qui est limitrophe de la région des Pays de la Loire, qui, elle, a décidé de reconduire intégralement toutes les subventions culturelles. Et c'est important de le dire, comme d'ailleurs de la ville de La Rochelle, qui avait elle-même des difficultés financières, qui nous avait prévenu qu'on devrait avoir quelques baisses et qui ont dit non. Compte tenu de la situation, ils nous ont aussi reconduit la subvention. Il faut quand même marquer ces aspects positifs. Ils sont d'autant plus importants qu'il va falloir pouvoir les montrer en exemple et qu'ils servent d'interpellation aussi de ceux qui ont pris un mouvement assez désinhibé par rapport à la culture. Et c'est ça qui est nouveau aussi, c'est qu'on a tous connu des mouvements parfois baissiers, parfois des tensions. Là, l'ampleur dont on parle, quand on est sur du moins 20, du moins 25, du moins 50, du moins 100%, on est dans autre chose dans le rapport au caractère décomplexé, dans la manière dont on peut baisser les soutiens à la culture. Et ceci dit, pour Nouvelle-Aquitaine, l'essentiel est préservé, mais de mémoire, néanmoins, je crois qu'il y a une petite érosion qui affecte les options facultatives dans les lycées. Donc en fait, il y a un travail à faire qui est de voir comment... Je pense que pour le coup, les options facultatives dans les lycées, qui sont financées par la DRAC normalement, il y a quand même déjà des DRAC. Enfin, nous, en l'occurrence, dans le Grand Est, nous ont prévenu l'année dernière que ça y est, c'était fini. Est-ce que vous avez des questions, réactions? Moi, je voudrais d'abord remercier ces 4 intervenants et à la fois leur engagement, leur engagement dans leur terrain respectif, et puis le partage de ces informations. Ils ne prétendent pas incarner de manière exhaustive évidemment tous les cas de figure. Néanmoins, leur diversité, je crois, illustre plusieurs endroits où les uns les autres pouvez vous reconnaître. Est-ce qu'il y a des questions, réactions? On pourra prolonger autour d'un verre, c'est le principe à l'acide. C'est peut-être même pour ça que vous êtes là essentiellement, en fait. Moi, je voulais juste ajouter un petit élément, en fait, je vois. Ouais. Je suis Salomé de la Fédération CGT du spectacle et je voulais préciser que, je pense que tout le monde est au courant, mais que ce sont que ces baisses, elles touchent tout le secteur de la culture, des arts, et qu'en ce moment, il y a une mobilisation alors c'est essentiellement des salariés, qui s'appelle Cultures en lutte et qui est assez active depuis plusieurs mois. Il y a des assemblées générales régulières à Paris, mais aussi en région. Et donc, alors après, comme c'est une mobilisation de salariés. On passe aussi par des manifestations, des rassemblements et qui sont très suivis. Il y en a d'ailleurs là ces prochains jours entre le 22 et le 25 mai, un petit peu partout en France, selon les endroits. En fait, il y a différentes dates. Mais je pense là, en entendant que c'est vraiment très très important que tout le monde se retrouve pendant ces assemblées générales et qu'on prépare, comme on l'a entendu plusieurs fois dans diverses prises de parole, des conférences régionales pour réfléchir à nos services publics et savoir comment on les construit et comment on les finance et qu'on puisse bouger tout le monde ensemble, salariés, structures, employeurs, employeuses et qu'on réussisse à remédier à cette situation qui est catastrophique pour vraiment l'ensemble des structures et des travailleurs, travailleuses. Il y a des secteurs, effectivement, comme le spectacle vivant, où c'était déjà catastrophique depuis longtemps, mais là, cinéma audiovisuel, où on entend également des personnes qui galèrent vraiment. On a parlé des personnes qui bossent sur les festivals. Donc c'est l'ensemble du secteur qui est vraiment dans une situation très très critique. Donc je pense que il faut vraiment rejoindre, et donc c'est Cultures en lutte, et il y a des mobilisations un peu partout, et je pense que tout le monde doit se rapprocher de ces assemblées générales et aller dire et proposer des choses. Merci.
Merci beaucoup. Puisque vous l'évoquiez très rapidement, un point sur la structuration sociale des festivals. Il y a un an à Cannes était lancé un mouvement dont on salue la dynamique qui a réuni tous les partenaires sociaux avec sous les écrans l'ADEGE, Carrefour des festivals, la FICAM côté employeur, le SPIAC CGT, la CFDT côté salarié. Ça a été un remarquable travail accompagné par les pouvoirs publics, avec un chargé de mission par les 2 ministères du Travail et de la Culture, François Romanet, qui a accompagné ce process. Ça aboutit à un avenant, à une convention collective qui enfin répondait à un vide conventionnel pour les festivals de cinéma, avec une liste de fonctions, avec tout un travail qui était vraiment à la fois chronophage et passionnant, unanime, signé à l'unanimité des partenaires sociaux, reconnu et validé, étendu par la Direction générale du travail et paru au journal officiel le mois dernier. Et il ne restait que 2 étapes, dont une aujourd'hui est un point de crispation à l'UNEDIC, c'est la validation des postes ouverts à l'intermittence et à l'annexe 8. Et pour la première fois de l'histoire, un accord paritaire à cet endroit-là n'est pas suivi automatiquement par une validation de ces postes, c'est remis en cause. Donc on est dans une situation inédite où pour l'instant cette ouverture à l'intermittence, qui était une des revendications légitimes pour un certain nombre de postes, et encore une fois avec l'accord des employeurs comme des salariés, et dans une impasse qu'on espère lever prochainement. Mais ceci, je me suis permis ce petit éclairage. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions ou témoignages dans la salle? Oui, hop, on va en Bretagne. Par rapport à ce qu'il vient de dire, Olivier Bitoun, réseau Cinéphare en Bretagne, réseau de salles de cinéma. Par rapport à ce qui a été dit là sur effectivement toute la culture, je voulais juste signaler pour ceux qui ne connaissent pas l'outil cartocrise-culture.net. Donc allez-y, et ça recense en fait sur tous. Vous pouvez vous déclarer, dire les baisses que vous avez eues. Ça permet comme d'avoir un panorama au niveau national qui est hyper intéressant. Et le cinéma est très peu représenté sur cette cartocrise. Donc allez-y, mettez des chiffres pour qu'on puisse avoir une vision plus globale et plus précise. Merci de cet appel. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions avant qu'Amélie ne conclue? Tu as tout réglé, Amélie. Tu as une grosse pression. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Nicolas Jasinski, donc délégué général du SPIAC CGT. Donc effectivement, on a participé à la structuration du secteur des festivals de cinéma, notamment avec Carrefour des festivals, sous les écrans l'ADEGE et les autres partenaires sociaux. Donc je vais pas redire ce qui a déjà été dit, mais effectivement, c'est un travail qui a été mené en commun et qui a été mené en commun, pour la pérennité du secteur, mais que ce travail-là, pour que les salariés puissent être payés par les directions et tout, il faut aussi que les festivals, les manifestations puissent avoir des subventions et des moyens de financement pour poursuivre leur activité. Donc c'est pour ça que nous, effectivement, via Culture en lutte, on se mobilise aussi pour éviter de nouvelles coupes budgétaires, même si on sait déjà qu'à horizon de l'année prochaine, ce sera probablement encore pire, mais c'est pour ça qu'il faut se mobiliser. Mais du coup, moi, je voulais aussi revenir sur l'importance, et ça a été dit déjà à plusieurs moments, de l'articulation entre la production et la diffusion, parce que effectivement, nous, on est un syndicat de techniciennes et de techniciens, on participe à la fabrication des films, mais après, l'idée, c'est de faire des films pour qu'ils soient vus, et surtout pour qu'ils soient vus dans de bonnes conditions. Et effectivement, quand on voit que l'audiovisuel public est en sursis, quand on voit que les acteurs de la télédiffusion privée sont possédés par des milliardaires d'extrême droite, les festivals de cinéma et d'audiovisuel, c'est des lieux où on peut parler de films, regarder des films dans des bonnes conditions. L'éducation à l'image, etc., c'est aussi très très important. Et on voit que plus que jamais, on a besoin de ce type d'événements et de festivals pour que les films soient vus et bien vus. Donc c'est aussi un enjeu par-delà les questions sociales et tout, de bien produire des films pour qu'ils soient ensuite bien diffusés. Merci.